Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre émission Entretien qui revient ce jour avec un autre invité, qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Omar Sambou, président de la Génération Kabila. Monsieur Omar, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et c'est toujours avec plaisir que nous vous recevrons sur ce plateau. Omar Sambou, le Front commun pour le Congo, est-ce que cette plateforme continue à faire de la politique en RDC? Parce qu'on n'entend pratiquement pas parler du FCC. Vous êtes de la génération Kabila, d'ailleurs vous en êtes président national, Joseph Kabila Kabange. Pourquoi un silence qui continue à durer? Entre-temps, l'actualité politique en République démocratique du Congo est en train, certes, de bouger. Vous l'avez également appris sur le plan de la justice, la peine de mort qui refait surface pour que l'on puisse désormais exécuter les condamnés en RDC. Le débat est né surtout du fait qu'il n'y a pas longtemps, l'on a présenté la justice congolaise comme étant une justice malade. Tout cela, nous allons en parler avec vous. Voilà pourquoi nous avons voulu vous recevoir ce jour. Omar Sambou, comment se porte d'abord le Front commun pour le Congo? Merci beaucoup, M. Nzati. Le Front commun pour le Congo, se porte très bien. La famille politique du président Joseph Kabila Kabange, autorité idéologique, se porte très bien. Et le FCC n'avait pas voulu prendre part au processus électoral qui avait été qualifié de chaotique avant même que le match ne se joue. Et jusqu'à ce jour, est-ce que le Front commun pour le Congo continue toujours à garder cette attitude de la chaise vide parce que vous n'êtes pas représenté dans les institutions? Entre-temps, l'opposition, comment est-ce que vous comptez la mener? Le Front commun pour le Congo, le FCC, une famille politique qui respecte totalement les textes et les lois du pays, et aussi la loi mère, appelée la Constitution, n'avait pas pris part à ce qu'on qualifie d'une pièce théâtrale, ce qui a eu lieu, ce que les Congolais ont vécu en 2023, ce que certains considèrent comme élection, or en réalité, ce n'était pas les élections. Je crois que le FCC, notre famille politique, garde jusqu'à preuve du contraire sa façon de voir les choses. Parce que nous sommes une famille politique très cohérente et on fait de la cohérence notre nourriture de tous les jours. Donc je crois qu'on n'a pas changé. Nous sommes toujours contre ces élections chaotiques. D'ailleurs, je ne parlerai même pas des élections, je parlerai des simulacres. Bon voilà, si je parle de la chaise vide, de la politique de la chaise vide, oui, c'est parce que déjà même avant même que ces élections ne puissent avoir lieu, le FCC n'a pas voulu participer au processus. Et même après les élections, bon, vous n'êtes pas dans les institutions, voilà. J'arrive, voilà pourquoi j'ai voulu citer en disant que maintenant qu'on n'est pas dans les institutions, nous allons faire ce qu'on appelle l'opposition extra-parlementaire. Cela signifie quoi? Que pour faire de l'opposition, nous ne pouvons pas seulement être dans les institutions, non. Nous pouvons aussi être hors institution, faire voir à la population, faire voir aux paisibles citoyens que voilà, les régimes qui nous dirigent ne respectent pas les lois et les textes du pays, n'arrivent pas à répondre aux besoins des paisibles citoyens. Voilà ces genres des antivaleurs que ces régimes essayent d'élever au premier rang. C'est ça. Donc nous ne pouvons pas seulement attendre à ce que nous puissions être dans les institutions pour faire de l'opposition, non. Il y a ce qu'on appelle l'opposition extra-parlementaire. Donc on n'est pas dans des institutions, nous allons continuer à faire de l'opposition, nous allons continuer à conscientiser moralement la population. Parce que le peuple est souverain. C'est ce peuple-là qui va juger, et ceux qui sont dans les institutions et ceux qui ne sont pas dans les institutions. Alors comme ceux qui sont dans les institutions ont juré servir la population, il est impérieux que nous qui sommes dans l'opposition extra-parlementaire puissions rappeler à ces gens-là que voilà ceux qui ont dit, ceux qui ont juré travailler pour votre bien, pour votre intérêt, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que le FCC va faire. On ne va pas quitter l'opposition, soit on ne va pas faire de l'opposition parce qu'on n'est pas dans l'institution. D'ailleurs, pour nous, ne pas être dans les institutions, c'est une bonne chose. Parce que là, nous allons
parler le même langage avec la population, le même langage avec la rue. Ok, voilà, mais là c'était du point de vue global avec le Front commun pour le Congo, FCC. Et alors de manière particulière dans la génération Kabila dont vous êtes président national, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? La génération Kabila fait partie du FCC. Nous avons une seule autorité idéologique qui est le président Joseph Kabila Kabange, que je salue d'ailleurs à pensant. Cela signifie que, comme la famille politique, le FCC, va faire une opposition extra-parlementaire, comme on n'est pas dans des institutions, on va faire une opposition ensemble avec la population. Puisque nous avons vu faire la ronde quand même du pays, vous êtes allé à Matadi, vous étiez au Katanga, à Lubumbashi, et vous êtes allé aussi dans d'autres villes, chefs-lieux des provinces de la République démocratique du Congo. C'était pour apporter quel message justement? Exactement, c'est pour dire aux paisibles citoyens de chaque coin que vous avez devant vous les gens qui ont juré servir pour votre intérêt. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, nous devrions nous organiser à les sanctionner. Les sanctionner veut dire, il faut les dénoncer. Vous voyez? Il faut les dénoncer, il faut les empêcher à certaines choses. Raison pour laquelle j'ai dit, la génération Kabila fait partie du FCC, donc l'opposition extra-parlementaire est pour le FCC comme étant famille politique, pour le parti membre de cette famille politique, même les organisations, les structures. Nous sommes dans une opposition extra-parlementaire. Donc nous sommes maintenant en train de parler un même langage avec la population, un même langage avec la rue. C'est ainsi que vous m'avez vu faire la ronde, faire le tour. C'était juste pour essayer un peu de discuter avec la population et se rendre. D'ailleurs, en réalité, c'est ça d'ailleurs ce que j'ai eu comme un rapport final, que la population est contre la gestion de ces régimes. La population est contre la manière dont ces régimes est en train de diriger le pays. Voilà maintenant là où on parle d'une opposition extra-parlementaire. Parce que là, nous allons parler le même langage avec la population. Nous allons leur faire voir que voilà les gens qui sont devant nous, voilà les gens qui sont censés diriger pour le bien-être de tout un peuple, mais voilà, ils ont transformé l'intérêt de la population à leur propre intérêt. Mais est-ce que c'est pas très tôt pour le dire, parce que nous venons à peine de sortir des élections et nous sommes encore dans les 100 jours. Comment est-ce que vous jugez d'abord les 100 jours? Totalement négatif. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, M. Nzati, que ce n'est pas très tôt parce que le régime qui nous dirige venait d'avoir un autre mandat. Ce régime est dans son deuxième mandat. Bon, mais le régime est dans son deuxième mandat. Dans son deuxième mandat. Pour le premier mandat, je pense que le bilan a été fait parce qu'il y a eu élection et le chef de l'État actuel a été réélu. Ça veut dire que voilà la nation lui a refait confiance. Ah non, ça c'est vous. Ça c'est vous qui le dites. Moi, qu'est-ce que je vais dire? Le premier mandat a été d'abord chaotique. A été très chaotique, c'est ainsi que les élections... Mais si le premier mandat était chaotique, comment se fait-il qu'il a été réélu? Ça veut dire que malgré le bilan, peut-être qu'il peut être mitigé, d'après vous, un très mauvais bilan, d'après ceux qui l'ont élu, c'était un très bon bilan, mais voilà, on lui a redonné la chance peut-être pour voir s'il peut rectifier le tir. Je pense que c'est mieux que nous puissions le juger à partir de ce nouveau mandat. Monsieur Nzati, c'est vous qui le dites, parce que le peuple qui est en train de nous suivre, ok, n'est pas d'accord du fait que ce peuple n'a pas élu M. Félix. M. Félix Tshilombo n'a pas été élu. Donc on ne peut même pas parler de la population. Parce que les élections ont été, enfin, ces simulacres électoraux a été organisé d'une manière unilatérale. Donc pour répondre seulement aux besoins du régime ou de cette famille politique, la famille politique de M. Tshisekedi. Ça n'a rien à voir avec la population, avec le peuple. Donc si vous dites que le peuple a eu à réintérer sa confiance à M. Félix pour qu'il dirige, ça c'est faux et archi faux. Parce que si vous essayez de sillonner, comme moi je l'ai fait à chaque fois, vous allez voir que dans des milieux un peu avancés, dans des provinces, dans des territoire, le peuple n'est pas d'accord. Le peuple ne se dit pas être content du fait que M. Félix est là. Bon, vous allez vous rendre compte. Voilà pourquoi le peuple, c'est vrai, on parlait du peuple, on ne sait pas de quel peuple il s'agit. Voilà pourquoi le peuple. Moi, j'aurais bien voulu que vous puissiez répondre immédiatement, Omar Sambou, permettez-moi, que vous puissiez répondre immédiatement à ma question. Pour les 100 jours, c'est vrai. Il a failli peut-être lors du premier mandat
il a peut-être eu du bon résultat, voilà pourquoi il a été réélu. Mais pour le deuxième mandat, comment est-ce que vous jugez les 100 jours? Non, mais ce qui commence bien finit. Est-ce que cela augure quand même un avenir quand même mais c'est Nzati, ce qui commence bien finit bien, ce qui commence mal finit mal. On parle des 100 jours. On fait les calculs par rapport à quoi? Depuis la prestation par rapport à ce qu'on a eu comme simulacre électoral. Alors, comment pensez-vous, comment voulez-vous que les 100 jours... C'est ce que je suis en train de dire. Vous parlez de prestation, mais cette prestation est due à quoi? À ce qu'on a qualifié de simulacre, non? Alors, comment est-ce que voulez-vous que les 100 jours soient totalement positifs? Bon, voilà. Au moment où le début, au moment où le départ n'était pas exact. Allons-y progressivement. Donc, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et sur le plan social. Non, mais les 100 jours, en partant de ce que vous qualifiez comme prestation réelle du serment, j'aimerais vous dire que les 100 jours n'ont rien donné de spécial. N'ont rien donné. Parce que s'il faut jauger, s'il faut voir les indicateurs dans tous les niveaux possibles, sécurité, sociale, santé, patati patata, vous allez vous rendre compte que rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Pourquoi? Parce que l'union sacrée, que moi je qualifie d'oligopole, formée des gens soifés du pouvoir et des gens qui respirent et aspirent la médiocrité, ne peut rien donner de spécial à la population. C'est ainsi que les 100 jours ici, que vous êtes en train de compter, n'ont rien donné. Bon, le peuple est totalement déçu. C'est aussi peut-être à cause toujours de vos querelles politiques, puisque jusque-là, on n'a même pas encore formé le gouvernement. Peut-être qu'il faudrait attendre que le gouvernement puisse venir. Hein? Non, écoutez, M. Nzati, ce n'est pas à cause des querelles politiques, parce que moi, je l'ai toujours dit que les FCC parlent État, les FCC parlent pays, les FCC parlent nation, les FCC parlent peuple congolais. C'est pour vous dire que ce n'est pas au niveau des querelles politiques, parce que nous sommes en train de parler État. En général, rien n'a marché pendant le premier mandat. C'est ainsi que le régime en place, cet oligopole politique-là, a essayé de faire un forcing pour obtenir un second mandat par force. C'est ainsi que nous appelons ce qui a, enfin, nous qualifions de ce qui a eu lieu de simulacre électoral. Voilà pourquoi, comme il s'agit de simulacres, rien de bon ne peut sortir de ce genre de choses. Voilà pourquoi les 100 jours, si vous essayez de jauger, si vous essayez de descendre avec votre caméra, votre micro, aller côtoyer la population dans des banlieues patati patata, vous allez vous rendre compte que le peuple est totalement déçu. D'ailleurs, le peuple n'était même pas pour que M. Félix obtienne un second mandat. Bon, voilà. Pour que ce régime obtienne un second mandat. Voilà pourquoi ils ont préféré de passer par des simulacres. Omar Sambou, le gouvernement qui traîne à être formé, le Premier ministre qui traîne à être nommé, qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, M. Nzati, je préfère rester cohérent. Vous savez, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas été d'accord et nous ne sommes pas d'accord avec ce qui a eu lieu, avec le simulacre électoral. Parce que tout part de là. Alors, si vous voyez à ces jours, les gouvernements traînés, patati patata, de gauche à droite, c'est parce que ces groupes-là, des opportunistes qui se sont retrouvés dans un oligopole, cherchent toujours à se référer à leurs propres intérêts. Et vous pensez que l'informateur a des difficultés à faire son rôle? Totalement, parce que là maintenant, le candidat, les gens qui forment cet oligopole-là sont en train de défendre leurs propres intérêts, de partager les gâteaux, hein, de faire ce qu'on appelle le partage habitant. Chacun est en train de tirer le drap de son côté. Voilà, chacun est en train de tirer les draps de son côté, tout en négligeant maintenant l'intérêt de toute une nation, l'intérêt de tout un peuple. C'est ainsi que je vous ai dit, les FCC, dans son opposition extra-parlementaire, nous parlons État, nous défendons l'intérêt d'un État, nous défendons l'intérêt général. Nous sommes contre ces groupes-là formés juste pour soutirer de ceux qui reviennent à leurs propres intérêts. Voilà. Au détriment de l'intérêt. Vous parlez justement de trahir l'intérêt ou les besoins de la population. Les besoins de la population. C'est ce que d'ailleurs le cardinal Ambongo a appelé trahison. Bien sûr. Voilà, trahison, parce qu'il est en train de réagir sur la peine de mort qui devrait être exécutée. Voilà.
Ce débat qui a été relancé, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, Joseph Kabila Kabange ne répondait pas aux demandes de grâce présidentielle, voilà, qui nous avait placés dans une sorte de moratoire pour ne pas exécuter la peine de mort en République démocratique du Congo. Pourquoi ce Joseph Kabila Kabange le faisait? C'était par humanisme ou bien c'était parce qu'il avait pris de tels engagements? Et ce débat sur la peine de mort qui doit être appliquée pour ceux qui seront reconnus coupables de trahison, comment est-ce que vous l'avez abordé? Écoutez, plus qu'on parle société, plus qu'on doit parler droit. Plus qu'on parle société, plus qu'on doit parler droit. En réalité, il faut dire à la population, il faut que les gens comprennent réellement que la peine de mort, en réalité, est une sanction. Est une sanction prévue lorsqu'on viole la loi, lorsque la règle juridique de droit est violée. Il y a une sanction appelée la peine de mort parmi d'autres sanctions. Voilà, ça c'est vrai. Mais nous sommes dans un système juridique appelé les systèmes romano-germaniques. Pour nous, c'est la loi qui prime. Alors, il faut toujours se référer à ce qu'on qualifie de la loi mère, qui est la Constitution, sous les pieds de l'article 16, qui stipule que la vie humaine est sacrée et que l'État doit protéger autres. Voilà tout ça. Alors, c'est en fonction de ça que le pouvoir public n'a pas seulement vocation d'ôter la vie humaine, ok? Mais le pouvoir public a aussi vocation de faire en sorte que les délinquants, ceux qui commettent des abus, des bavures, soient réintégrés pacifiquement, normalement à la société, et puis faire maintenant de bonnes choses, car la vie humaine est sacrée. Mais attention, le vrai problème, ce n'est pas au niveau de la levée de cette moratoire. Ok, de la levée du moratoire. Mais le vrai problème est du fait que, si je ne m'abuse pas, dans sa dernière, ou soit avant-dernière sortie médiatique, le chef de l'État avait bien dit que la justice, que notre justice est quasiment malade. Ouais, notre appareil judiciaire est quasiment malade. Alors, devrons-nous donner des armes? Devrons-nous donner des outils, devrons-nous donner des munitions à une personne qui souffre de la démence, une personne qui souffre d'une maladie, par exemple mentale, folie et autres. Voyez-vous comment est-ce qu'il va créer des abus et des bavures et autres. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que si réellement notre justice, notre appareil judiciaire est totalement malade, alors faire la levée du moratoire, au moment où cette justice est considérée, cet appareil judiciaire est considéré des malades, serait encore ouvert une brèche, ok, à des arrestations injustes et des condamnations à mort arbitraire. À des condamnations à mort arbitraire. Qui ressembleraient même à des règlements de compte. Totalement, à des réglements de compte. C'est ainsi que la meilleure des choses qu'il a fallu faire, c'était d'abord de réparer ou de soigner cette justice que lui-même il a qualifiée, il a traité de malade. Alors, dire que notre appareil judiciaire souffre totalement parce qu'il est malade et en même temps accepter la levée du moratoire, tout ça, et cela doit se faire, ou soit cela va se faire en fonction des jugements ou des arrêts rendus par ces mêmes appareils judiciaires qu'on qualifie de malades. Ne voyez-vous pas que nous sommes totalement dans des tohubohu, nous sommes totalement en train de dire autre chose et faire autre chose. Alors, comme on parle État, comme on parle nation, comme on parle tout le peuple, c'est ainsi que notre souci, pratiquement moi, c'est que tout s'est fait conformément à la règle, conformément à la loi. Il faut que tout soit bien. D'abord, il était impérieux de soigner cette justice qu'il a lui-même qualifiée de malade. Après, maintenant, il pourrait de suite donner des armes, des munitions à cette justice pour faire totalement son travail en bonne et due forme. Mais ne pas passer à cette étape et d'office passer à la mise en place d'une sanction qui est totalement qualifiée d'élevée, dont cette même justice va juger d'accord ou pas. Je crois que nous sommes totalement dans le théobourg et nous sommes dans ce qui est contre la loi et contre même notre propre loi mère qui est la Constitution. Et donc si je dois vous résumer, Omar Sambou en quelque sorte est pour la peine de mort, mais pour Omar Sambou, il faudrait d'abord que nous puissions repenser notre justice, réformer notre justice, que nous puissions d'abord avoir une justice réellement juste.
C'est clair parce que, étant un homme de droit, je vous dis que la peine de mort fait partie des sanctions en droit. Ça, c'est réel. Parce qu'il y a des pays qui ont aboli la peine de mort. Il faut aussi noter que ces pays qui ont aboli la peine de mort, y compris nous, on a fait un grand temps où on n'appliquait pas cette peine. C'était juste parce que notre loi est claire. Notre loi mère est claire. La vie humaine est sacrée. Vous voyez, on doit protéger la vie humaine. Et aussi, les devoirs ou le travail du pouvoir public, c'est pas d'ôter la vie, mais c'est de réintégrer dans la société en bonne et due forme des gens qu'on qualifie de récalcitrants et autres, tous ceux qui commettent des bavures et autres. Alors, s'il faut maintenant passer à des sanctions telles que la peine de mort, il faut maintenant voir est-ce que l'appareil judiciaire qu'on a va totalement donner des arrêts conformes, des jugements conformes pour que nous puissions aboutir à une sanction pareille qui est tellement élevée. Au cas contraire, nous allons encore enfoncer de plus notre propre justice. Et voilà, ceux qui prônent l'abolition de la peine de mort partent justement du fait que ceux-là qui rendent justice, ceux qui prononcent la sentence, ce ne sont que des êtres humains. Exactement. Et que, dans le passé, on a rencontré plusieurs cas d'erreurs judiciaires. Exactement. Mais malheureusement, la sanction fatale a été exécutée. C'est ça. Et on ne pouvait plus faire revenir une personne à la vie. Voilà pourquoi, dans ces états, on a opté pour l'abolition carrément de la peine de mort qu'on a commuée en prison à vie. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est d'ailleurs beaucoup plus humain que l'on puisse tout simplement abolir la peine de mort? Totalement, parce que la vie humaine est sacrée. Ce n'est pas moi, c'est notre constitution, sous les génies de notre constitution, dans son article 16, pratiquement, qui parle de la vie humaine qui est sacrée. Et pourquoi est-ce que le pouvoir public chez nous, d'ailleurs on parle du gouvernement, le gouvernement tient-il tant à voir des personnes être exécutées? Il y en a qui parlent même peut-être d'une tentative ou bien d'un projet de règlement de comptes. Bon, c'est simplement parce qu'il faut voir le paramètre, il faut voir le moment, ok? Le paramètre et les moments, il faut voir aussi dans quel contexte, ça c'est vrai. Parce que s'il faut voir tout ce qui est affiché comme greffe, vous allez vous rendre compte qu'on a énuméré beaucoup de choses. Mais on parle notamment de la trahison. Oui, ceux qui seraient rendus coupables de trahison. Totalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses. Mais en réalité, nous ne voulons pas que cette disposition soit beaucoup plus pour faire taire les opposants, ou soit pour faire taire à l'opposition, ou soit pour ouvrir simplement une porte à des arrestations arbitraires. Qui appelle-t-on traître? Vous qui pratiquez également le droit. Non, mais c'est toute personne qui trahit. C'est toute personne qui trahit. Et quand peut-on dire qu'une personne a trahi? Parce que le cardinal Ambongo a donné sa compréhension de la trahison. Oui. Non, mais voilà, donc ça c'est encore un élément très capital, parce que même lorsque on n'arrive pas à répondre aux besoins de la population, même lorsqu'on n'arrive pas à servir tel qu'on a prêté serment, même lorsqu'on n'arrive pas à répondre aux besoins pour lesquels on a juré servir pendant un moment, nous sommes aussi en train Là, vous êtes dans la définition du cardinal Ambongo. Enfin, voilà, nous sommes totalement en train de trahir. Donc c'est ça la trahison? Enfin, tout celui qui trahit, c'est celui qui ne respecte pas les serments. Apparemment, il y aura beaucoup de subjectivité dans cette matière. Hein? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi d'abord. Tout celui qui trahit, c'est tout celui d'abord qui ne respecte pas les serments. Les serments vis-à-vis d'un État, les serments vis-à-vis d'un peuple. Vous voyez, quand vous avez aussi prêté serment de bien servir le peuple et de ne pas appliquer du tribalisme, patati patata, mais quand vous le faites, vous êtes aussi en train de trahir. On évoque beaucoup plus ceux qui ont pris les armes contre la République. Oui, nous sommes dans une même voie là. Quand vous prenez les armes contre votre propre pays pour tuer vos propres frères, vous êtes aussi en train de trahir. Donc la trahison
à plusieurs formes. Mais seulement, il faut noter qu'on trahit lorsqu'on marche à la contre de notre serment. Quand vous avez prêté serment de bien servir les autres, quand vous ne le faites pas, vous êtes en train d'être... Et nous qui ne sommes pas des agents assermentés. Non, mais bon, écoutez, vous n'êtes pas imputé de ça. Il y a un caractère de non-imputabilité en vous. Voilà, on parle beaucoup plus des hommes d'État, on parle beaucoup plus de ceux qui sont dans l'armée, on parle beaucoup plus de ceux qui, en général, servent sous les drapeaux. Voilà. Voilà, mais et tous ceux-là qui, aujourd'hui, ils étaient un citoyen normal, et puis demain, ils ont rejoint la rébellion. Apparemment, on fait beaucoup plus aussi allusion à cela. Je crois que là, il faut voir comment les qualifier. Oui, bien sûr, on peut parler de ça, mais il faut voir comment les qualifier. C'est la justice qui est bel et bien habilitée à leur donner des qualifications. La non-rétroactivité de la loi, c'est-à-dire que ceux-là qui ont pris les armes dans le passé, eux ne seront pas concernés. Hein? Même s'ils sont aujourd'hui dans les institutions, comme plusieurs personnes sont en tête de le déplorer. Un des éléments qui fait l'autonomie primaire d'une loi, c'est son application dans les temps. La loi ne rétroagit pas. Vous voyez, la loi c'est pour aujourd'hui, les futurs, voilà, la loi ne rétroagit pas. Et si on pouvait parler d'une loi qui doit automatiquement rétroagir, donc on peut voir beaucoup qui ont pris des armes, beaucoup qui ont trahi, beaucoup ne seront même pas dans des ministères, patati patata. Donc la loi ne rétroagit pas. C'est ainsi que toute disposition, toute loi vise le présent et le futur. C'est-à-dire, si pendant les 18 ans de Joseph Kabila Kabange, on a justement vécu ce moratoire qui s'est imposé de fait, parce qu'apparemment, Joseph Kabila Kabange ne voulait pas qu'on puisse exécuter les condamnés à mort. On peut aussi penser par là que le FCC, le Front commun pour le Congo, est contre la peine de mort, ou tout simplement le FCC ne s'est jamais prononcé quant à ça. Excusez-moi, comme vous parlez de la gestion du président Joseph Kabila Kabange, d'abord, c'est un respectueux des textes, des lois et des textes du pays. De deux, il maîtrisait bien notre constitution. De trois, étant à la tête du pouvoir public, il savait qu'il y avait d'autres mécanismes pouvant sanctionner ceux qui commettent des actes de bavoure, des actes injustes, des anti-valeurs. Vous voyez. Et aussi les pouvoirs publics devraient en principe faire son travail, non d'ôter la vie, mais de réintégrer à la société, bien que la peine de mort est une sanction parmi d'autres sanctions prévues par le code pénal et autres, dont ça doit totalement faire référence aussi aux dispositions prévues par la loi mère, la constitution de tout un État. Donc il ne faut pas confondre ce qui s'est fait à ces jours et une gestion qui a eu lieu pendant l'époque du président Kabila. Ok, voilà, et Joseph Kabila Kabange qui avait appelé à la résistance, c'est toujours sous ce mot d'ordre que vous continuez à vivre, ou bien les choses ont évolué. Pourquoi est-ce qu'on les sent si silencieux? Apparemment, les gens veulent quand même l'écouter. Monsieur Nzati, la résistance, c'est le fait de résister, ou soit de ne pas être d'accord, ou soit de protester contre quelque chose, contre une gestion, contre tout ce qu'on n'admet pas, voilà, tout ce qu'on n'accepte pas. Alors, il faut la résistance. Et la résistance est aussi du point de vue... Enfin, au niveau moral, la résistance est aussi psychique, la résistance est aussi psychologique, physique et autres, tout ça. Alors, quand les présidents parlaient de la résistance, quand nous disons au sein du FCC, nous sommes dans la résistance, donc nous sommes contre la gestion de ces régimes qui vient à peine d'emprunter ou soit d'emboîter le pas dans le chemin de la dictature.
Voilà. Sachant que, à part la dictature du fait Mobutu, il n'y aura plus une autre dictature dans notre pays. Et la dictature se montre dans la façon de gérer les gens. Piétiner les lois et les textes du pays, et essayer d'instaurer une pensée unique, voilà, ramener tout le monde à des chansons à la gloire d'un seul individu, patati patata. Alors nous qui résistons, moralement, nous sommes contre. C'est ainsi que nous dénonçons, même tout en étant dans l'opposition extra-parlementaire, hors des institutions, nous allons continuer. Est-ce que c'est facile de faire de la résistance? Parce qu'on en a vu quand même qui ont retourné leur veste. Hein? La résistance est un état d'esprit. Est un état d'esprit et la résistance doit marcher conformément avec un autre caractère qu'on appelle la cohérence. Voilà. Des jeunes comme nous, étant cohérents, étant fidèles à une telle idéologie, à une telle famille politique, à une telle autorité idéologique, je crois que je ne peux que résister, je ne peux que continuer la résistance parce que de moi-même, j'ai un devoir moral qui me demande tout le temps d'être cohérent avec les engagements pris. Donc je ne suis pas dans ces mêmes bateaux que ceux qui ont quitté ou dans cette même lignée de ceux qui ont quitté, de ceux qui ont retourné leur veste pour raisons simplement liées aux satisfactions de leur propre ventre, intérêts éphémères et autres. Mais moi, étant du FCC, étant président de la génération Kabila, étant un résistant, j'ai réfléchi État, j'ai réfléchi nation, j'ai réfléchi l'avenir de nos enfants, fils, filles, petits-fils, tout ça. Et j'ai réfléchi l'intérêt commun, l'intérêt général. Donc je ne peux que résister contre un régime qui emboîte le pas dans le chemin de la dictature tout en oubliant l'histoire. Et alors la jeunesse, justement, il y a cette énergie qui vous permet justement de résister. Nous avons quand même appris aussi qu'il y aurait aussi une sorte de conflit entre les jeunes et les caciques là, du FCC, la vieille génération. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, ceux qui ont tenté de créer cette guerre, ceux qui ont tenté de le faire, sont ceux qui ont retourné leur veste. Ceux qui ont tenté de le faire, ceux qui ont essayé de le faire. Donc, ils avaient un plan totalement. de déstabilisation qui était ceux qui ont retourné leur veste. Parce que le vieux qui sont restés avec nous, le vieux qui nous enseigne d'ailleurs la résistance, les vieux qui prêchent par exemple, j'ai cité beaucoup de gens ici, je ne saurais même pas citer des noms ici parce qu'ils sont nombreux. Je ne dirais pas qu'il y a eu une guerre entre nous et eux. Mais s'il y a eu la guerre, je ne peux que dire avec ceux qui ont retourné leur veste, vous allez comprendre pourquoi les jeunes étaient contre eux, parce que les jeunes pressentaient déjà cette trahison qui allait venir à l'horizon. Et il y a toujours un président de la cellule de crise. Est-ce que cette crise continue pour que le président soit toujours président de la cellule de crise? Nous sommes une famille politique, mais Senzati, très disciplinée. Je crois que l'autorité idéologique avait placé à la tête de notre famille politique une cellule de crise chapeautée par Excellence Raymond Chibanda, que je salue en passant, ainsi que d'autres cadres, d'autres hauts cadres qui travaillent aussi avec lui, Excellence Félix Kabange-Numbi et les autres que je salue aussi en passant. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, avec cette cellule de crise, nous sommes en train de continuer dans la résistance jusqu'à ce que l'autorité idéologique va prendre d'autres dispositions et nous allons tous nous soumettre à ça. Voilà, nous avons assez parlé du Front commun pour le Congo, de la génération Kabila, mais lorsqu'on cite Kabila, il y a quand même un nom aussi qui ne manque pas de résonner. Il s'agit de Marie-Olive Lembe Kabila, celle qu'on appelle affectueusement Maman Waro, qui, elle, demeure infatigable dans ses actions. Totalement, parce qu'on dit derrière un grand homme se cache une grande dame, une grande femme. Voilà pourquoi on ne cesse de féliciter beaucoup plus la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila pour son esprit philanthropique, hein, parce que vous voyez avant, après, et elle continue de faire la même chose, elle continue de travailler pour le bien-être, pour l'intérêt commun. Et tout ce qu'elle fait,
c'est pour le bénéfice de tout le monde, sans discrimination et autres. Voilà pourquoi vous l'aviez même vu faire des va-et-vient. Elle est allée à Goma, elle est allée à Kisangani, tout ça. Alors on la félicite beaucoup, on l'encourage aussi beaucoup. Et on teste de la demander de continuer toujours dans ses œuvres philanthropiques, des œuvres qui ajoute une valeur ajoutée, hein, totalement, pas seulement la tautologie à la population, et qui est totalement abandonnée aussi dans certains coins beaucoup plus avancés du pays. Et voilà. Mamaro continue toujours avec ses productions agricoles pour nourrir les populations? Totalement, elle est dans ça. Vous savez que pour elle, tout ce qui compte, c'est le bien-être de la population. Dans toutes les zones possibles, donc santé, alimentation, tout ça, scolarité, patati patata. Elle travaille dans tout ça derrière son association Initiative Plus. Et donc, ensemble avec toute son équipe, hein, voilà, il y a un travail des titans qui est en train de se réaliser. Je profite aussi pour glisser un mot aussi et une salutation en passant au coordinateur national, Nasson Koundos, qui est aussi en train de faire un travail, un grand travail, un travail des titans pour que cette association continue toujours à servir la population. Ce qui prime, c'est l'intérêt général, ce qui prime, c'est les biens de la population. Initiative Plus de Marie-Olive Lembe Kabila. Voilà. Et la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila également à pied d'œuvre dans différentes actions sociales. Mais que je salue d'ailleurs la présidente en passant, Dada Jeannette Kabila. Et voilà, je l'encourage de continuer toujours avec des très bonnes initiatives qu'elle a toujours eues pour le compte de la Fondation. Et nous avons appris quand même qu'il y a eu la Fondation qui a été vandalisée tout à fait récemment, voilà, qui a provoqué vraiment de l'indignation dans l'opinion. Oui, on a été contre ça et puis je crois que j'ai même fait une émission pour dire que si nous sommes réellement dans un état de droit, que signifient les droits? Les droits signifient en latin du rectum, ce qui veut dire ce qui est conforme à la règle. Donc si nous sommes réellement dans un état chanté des droits, nous devrions faire les choses conformément à la règle. J'étais totalement indigné du fait qu'on a procédé à l'incursion dans la Fondation Musée. Et aussi, j'ai rappelé que c'est une fondation qui porte le nom de quelqu'un qui est héros national. Un héros national. C'est ça justement qui a beaucoup et j'étais totalement contre ça. À ma qualité de président de la génération Kabila, j'étais contre ça. Et j'ai aussi rappelé à la population pour dire que le FCC, les kabilistes, ne sont pas là pour empêcher les services à faire leur travail, mais nous exigeons que cela soit fait conformément à la règle. Parce qu'on dit que nous sommes dans un état de droit. S'il faut perquisitionner, s'il faut voir, s'il faut vérifier, s'il faut mener des enquêtes, il faut le faire conformément à la règle. Et aussi, il faut mettre dans la tête que cette fondation porte le nom de celui qui est considéré comme héros national, quelqu'un qui a servi le pays, quelqu'un dont son passage sur cette terre, dans notre nation, a apporté beaucoup, beaucoup. Alors on ne peut pas désacraliser la mémoire de tous ceux qui sont considérés comme héros nationaux. Donc ces genres de choses, cette façon de faire les choses, n'honore pas notre propre pays, même vis-à-vis de nos voisins qui nous regardent chaque jour. Parce que si on désacralise, si on gère mal, si on traite mal ceux qui sont des héros nationaux, en tout cas, qu'est-ce qu'on fera à un paisible citoyen, à un paisible peuple et tout ça. Donc j'étais totalement contre ça. Voilà. Justement, parce que dans d'autres pays, comme les États-Unis, on cite le statut d'héros national, c'est un statut tout à fait sacré. Exactement. Hein, Laurent Désiré Kabila, c'est quand même une image, c'est un symbole. C'est lui qui a sorti ce peuple du joug de la dictature. Totalement, j'aimerais même aussi. Qui a même sacrifié toute sa vie, depuis sa jeunesse jusqu'à mourir. J'aimerais même aussi, mais c'est une date glisser aussi. Toucher à ce symbole quand même, voilà. J'aimerais aussi glisser un mot là-bas. Les gens qui nous dirigent, le régime actuel, ne doit pas oublier que ni tété les bottes des musées, parce que il faut respecter musée, parce que ni tété les bottes des musées, ni tété musée Laurent Désiré Kabila, on n'allait pas parler d'un Joseph Kabila comme président, on n'allait pas parler
d'un Joseph Kabila, Kabange, premier président, à faire la passation du pouvoir pacifiquement. Et peut-être on n'allait pas parler des élections, qui apportaient l'IDPS à la tête de ces pays. Donc on doit respecter Mouzé Laurent Désiré Kabila. Voilà pourquoi j'ai dit que tous ceux qui réfléchissent, tous ceux qui pensent à, même dans un rêve, lorsque vous pensez à déshonorer un héros national, vous attirez une malédiction et pour vous, et pour votre propre famille, et pour le pays. Et le risque, justement, malheureusement, voilà, malédiction sur la nation. Voilà, il faut éviter cela, parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila et les autres sont des héros. Quand vous réfléchissez, quand vous pensez à les déshonorer, vous attirez une malédiction, parce que ces héros-là sont des esprits qui servent à côté des dieux pour l'intérêt des Congolais. Ça, c'est une matière divine que je ne cesse de donner à ceux qui nous dirigent à l'ère actuelle. Mouzé Laurent Désiré Kabila, héros national qui a libéré la nation congolaise du joug de la dictature. Et d'ailleurs, sans Mouzé Laurent Désiré Kabila, on ne savait pas comment se sortir justement de ce long moment où la nation était plongée dans une incertitude sur tous les plans, sécuritaires, économiques et même politiques, parce que la fin subite de Mobutu plongerait la nation dans le chaos. C'était donc une manne divine, une bénédiction divine, et Mouzé qui, comme toutes les grandes figures de l'histoire de l'humanité, n'a eu qu'un laps de temps pour accomplir sa mission et s'en aller, nous laisser justement devant notre propre destinée. Lui-même déjà qui nous avait invités à la responsabilité. Et d'ailleurs, l'appel de Mouzé Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo, continue à résonner justement dans le chef de tous les Congolais. Un serment. En tout cas, nous vous remercions, Omar Sambou, d'être passé. Je vous remercie aussi et je vais quitter votre plateau en rappelant la population, à la jeunesse, de toujours garder le serment de Mouzé Laurent Désiré Kabila, de ne jamais trahir les Congos. Toujours défendre l'intérêt du Congo, l'intérêt des Congolais et l'intérêt de cette nation que nous allons léguer à nos fils et filles, à nos petits-fils et filles. Voilà. Merci beaucoup. Merci également à vous, très chers téléspectateurs et auditeurs de Digital Congo. Cette émission se termine par ici. Rendez-vous est donc pris pour un autre numéro. Au revoir chez vous.